Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. セクシー綱引き大会このゲームはセクシー水着に接続された綱を挑戦者の顔につけた洗濯バサミとつないで引っ張り合う綱引きである。制限時間2分でセクシー水着を引っぺがしたチームの勝ちとなる。登場していただきましょう。よろしくです。どうぞ。すごいですね。こちらのチーム真ん中空いています。これは意外と取れやすいかもしれません。さあ行きましょう。頑張れ。どうぞ。Salut à tous et bienvenue dans Gaijin TV épisode 18. Tu vois, je l'ai bien dit 18. Et ben et alors j'ai rien dit. Pourquoi? Non, c'est pour ça. Tu m'avais dit que tu saurais pas le dire, ça. Moi, t'as vu, pourquoi? Je l'ai dit bien 18. Ah oui. Voilà. Alors toi, tu as l'habitude de faire la présentation. Ouais, c'est souvent moi qui l'a fait. Moi, il faut que je réfléchisse. Faut que j'aie l'habitude de le faire en fait. Gaijin TV épisode. Bon, bref. Tiens, bon alors aujourd'hui on est content de vous retrouver comme d'habitude et on va vous parler de plein de choses. Ouais. C'est déjà pris. On va vous parler de beaucoup de choses. C'est déjà pris. Ouais, le Geeking c'est déjà pris, ils disent tout le temps. Donc dans l'actu, tiens, c'est toi qui vas nous parler dans un premier temps ou c'est moi qui commence? Tiens. Bon, tu commences. Je commencerai par vous parler d'une sortie. Alors c'est un peu ancien. Oui, oui. Là, et on dira pourquoi. On dira pourquoi. Oui, mais c'est After School Charisma. Voilà, on va parler de ce manga, une sortie manga. C'était un manga qu'on devait présenter il y a 20 ans. À peu près, on aurait dû le présenter il y a 20 ans. Enfin, on aurait dû le présenter l'an dernier déjà, mais voilà. Non. Encore. Ensuite. Moi, je vais vous présenter le manga, le shoujo, Trop jeune pour elle. Pour elle? Trop jeune pour moi, pardon. Non, parce qu'en fait, je pensais dans la tête qu'elle du était garçon. trop jeune. Ouais, voilà. Trop jeune pour moi, qui est une sortie récente. Alors, dans le Zoom, tu veux dire un petit peu de quoi on a parlé? Je l'annonce simplement. Dans le Zoom, en fait, on a parlé de fansub. Alors, un dossier assez intéressant. Ouais. On va donner les détails. On va expliquer ça lors de la présentation. Exactement. Et enfin, dans le dernier volet de ce podcast, nous ne ferons pas de rubrique culte. Nous allons prendre l'avion. On reprend l'avion, on repart. On sait que vous aimez bien quand on part au Japon. Et bien là, on y repart. Et on va vous emmener dans un endroit magique qui est l'île de Miyajima. Vous allez voir, c'est sublime, un des plus beaux endroits du Japon. Ce sera notre carnet de voyage. Voilà. Ok, on passe tout de suite. Allez, à l'actu. Actu. Vas-y, je te laisse présenter ce magnifique manga que tu as... D'ailleurs, je t'ai travaillé au corps pour enfin le présenter, celui-là. Oui, alors, After School Charisma, c'est ça, tu m'as travaillé au corps, comme tu dis si bien. On va parler de ce manga, alors. T'étais pas convaincu, donc on va savoir tout de suite si ça se confirme. Verdict. Je n'étais pas convaincu. Je ne suis toujours pas convaincu. Non, c'est pas vrai. Attends, je vais en parler. Attends, je vais d'abord le pitch. La fiche technique, comme on dit si bien. D'abord, c'est un seinen, d'accord. Bon, remarque, on s'en fout, c'est pas grave, c'est un seinen quand même. Sorti en 2009 au Japon et donc sorti en août 2011 en France. Sorti, alors au Japon, je sais pas, en tout cas chez nous, c'est chez Kiun. Kiun, ouais. Voilà. L'auteur, c'est Kumiko Suekane. En fait, j'ai été surpris en faisant un peu de recherche sur cet auteur, je ne me rappelais plus. Mais c'est un auteur qui a collaboré à Blood, The Last Vampire, un super anime que j'avais trouvé très très bon. Donc là, je me dis, ça me réconcilie un peu. Ça me dit quelque chose. Ouais, Blood, c'est un très très bon anime, pas un manga. Il y a aussi le manga, mais bon, je parlais de l'anime. Donc l'histoire, tiens un petit peu pour raconter de quoi ça parle. L'histoire, en fait, c'est celle d'un institut, une sorte de pensionnat un peu spécial qui s'appelle Saint Cléo. Et dans cet institut, en fait, on forme et on éduque des clones de personnages célèbres. Alors on va trouver par exemple des clones tous azimuts, on va trouver le clone de Mozart, on va trouver le clone de Florence Nightingale, de Sigmund Freud, de Napoléon Bonaparte et même de Adolf Hitler.
Alors vous allez me dire, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le but, c'est de former ces clones, donc on ne sait pas comment ils sont arrivés là, hein. C'est de former ces jeunes, ces clones, à devenir à se développer et à surpasser leur modèle. C'est-à-dire à essayer de faire aussi bien, voire mieux. Alors, pour Hitler, on se pose la question, hein, faire mieux qu'Hitler. Bon, bref. Et ils disent quand même que le but, c'est ça, c'est qu'ils doivent faire mieux. Et l'histoire est assez originale parce que tous les élèves de ce pensionnat sont des clones, sauf un, qui est sur l'image, là d'ailleurs, qui s'appelle Shiro Kamiya, qui lui n'est pas un clone. Mais c'est pas un élève. Ici, il fait partie des élèves, avec les autres. Et Shiro, en fait, c'est le fils du prof, mais il suit les cours comme les autres. D'accord. Il suit les cours comme les autres. C'est le fils d'un prof, il suit le cours comme les autres, Shiro. Alors clone, pas clone, je sais pas. Enfin, après, on verra. En tout cas, au début, en tout cas, on pense que c'est pas un clone. C'est une série de 6 volumes, je sais pas si je l'ai dit, hein, pour l'instant, c'est en cours. Alors l'histoire commence par 2 événements assez intéressants. D'abord, celle du clone de Marie Curie, qui refuse d'être une grande physicienne, qui se dit après tout ça l'intéresse pas, et elle adore le piano, et elle préférait faire du piano. Elle demande en fait à quitter l'institut, et apparemment elle obtiendrait l'autorisation de quitter l'institut. Ça c'est un événement. Deuxième événement, c'est le clone de John Fitzgerald Kennedy, qui arrive à se présenter aux élections présidentielles américaines, et qui est apparemment élu. C'est ça, hein, il me semble qu'il est élu. Et au moment de son discours... Non, je sais pas s'il est élu, ouais, c'est un discours. Il fait un discours, donc c'est peut-être pour les... Il fait un discours d'investiture. C'est peut-être une campagne. Faisant sa campagne. Ouais. Et en tout cas, il dit, donc le clone de Kennedy fait un discours en disant, voilà, je suis revenu, tout ça, enfin voilà, je suis le clone de mon personnage célèbre. Et au moment où il fait son discours, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que... il est sorti de l'académie. Dans leur monde, oui. Tout le monde sait qu'il existe des clones. Oui, là, il faut partir de parce qu'il y a des humains et des clones. Tu as raison, on part dans un monde où tout le monde sait qu'il existe cet institut qui forme des clones. Hein. Donc c'est pas un truc caché. C'est pas un truc caché, c'est aux yeux de tous. Quoi. Donc voilà. Et ce clone-là, au moment où il fait son discours d'investiture, il est assassiné. Bah, comme son... Bah voilà, comme son modèle. Original. Donc voilà un événement. Et cet événement va déclencher en fait ces 2 événements vont déclencher on va en fait soupçonner un des peu... tensions et des soupçons au sein de l'académie, où on va se demander s'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose, ou une institution ou d'autres personnes qui en voudraient au clone, tout simplement. Donc voilà, je ne veux pas développer davantage d'histoire, je pense que ça suffit en guise de résumé. Mais il faut quand même dire que... Vas-y. Enfin, le côté important de l'histoire, c'est que c'est pas vraiment le meurtre, ni la disparition de la fille, là. Enfin, c'est plutôt, voilà, chaque clone a pour objectif d'aller plus loin que son modèle, que son original. Alors lui, en fait, oui, tu as raison, puis l'histoire est centrée sur l'institut. Hein. L'histoire est centrée dans l'institut, on sort pas des 4 murs, donc c'est une sorte de huis clos quand même. Hein. L'idée, alors moi, ce qui me plaît quand même, après tout, c'est l'idée originale de se dire que si des personnages célèbres ressuscitaient, qu'est-ce qu'ils feraient? Enfin, imaginez, c'est pareil, il y a Albert Einstein et tout, il y a des gens comme ça. Imaginez en les ressuscitant, qu'est-ce qu'ils feraient? Est-ce qu'ils feraient mieux ou pas? Et puis... par contre, l'idée aussi qui est pas mal, c'est que finalement, le seul qui est normal, entre guillemets, c'est Shiro qui est... Et c'est lui l'intrus. Finalement, l'intrus, c'est celui qui est... Je vais foutre un coup de pied au chien, ne vous inquiétez pas, c'est normal, il n'a pas à se gratter comme ça. L'intrus, c'est celui qui est humain, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, ils lui disent, ouais, toi, de toute façon, t'es même pas un clone. Ouais, vas-y, casse-toi. En gros, c'est ça. Donc voilà l'histoire, ça c'est pas mal. Par contre, moi, ce que je trouve pas top, c'est que c'est assez prévisible. Bon, voilà, la théorie du complot qui arrive facilement. Le côté thriller, il est vite abordé. C'est ultra prévisible comme scénario. Moi, Personne t'a dit que c'était un thriller. Ouais, mais bon, on se doute que... Ah non, attends, les théories du complot, machin et tout. Enfin, bon, j'en sais rien. Même s'il y a du fantastique, à la rigueur, ça pourrait presque être T'as pas logique. parlé du dessin, par contre. Ouais, parce que pour moi, le dessin, je l'ai pas abordé, je le trouve pas... Pour moi, c'est pas... T'as pas mis tes petites étiquettes oranges? Non, j'ai pas mis mes étiquettes oranges parce que pour moi, il n'y a pas de dessin remarquable là-dedans. Bon, je vais montrer quand même une image, hein, histoire de... Puis, est-ce que... Bon, moi, j'en sais rien, tu sais, enfin... Moi, j'ai fini. Enfin, je connais pas tous les Marie Curie, tout ça, tu vois, j'ai pas... Je connais pas tous les personnages. Je connais pas visuellement ces personnages. Est-ce que, par rapport au dessin, est-ce que c'est assez fiable par rapport à la réalité, à ce qui ressemble? Ils se sont lâchés sur le look. Ils se sont lâchés sur le look. Il n'y a aucune... C'est pas fiable. Parce que je me souviens pas que Florence Nightingale avait une superbe poitrine comme ça. Enfin, j'ai pas de souvenir... Ça, t'en sais rien? J'ai pas de souvenir. Si, j'ai vu des photos de Florence Nightingale et non, je pense pas. En plus, tu es une infirmière, enfin voilà, tu es très habillée. Là, elle est souvent déshabillée. C'est marrant parce que c'est... Et Marie Curie aussi était très sexy. Elle est de Bordeaux, elle était de Bordeaux, Non, elle était de Talence.
Elle a fondé, elle a Mais participé elle habitait à pas là? Elle Non. habitait pas ici, Mais pas de chez nous? pendant un temps, elle était pas loin, puisqu'elle a fondé Bagatelle. L'hôpital Bagatelle, c'est... voilà. Excusez-nous pour le localisme environ. Voilà. Donc moi j'ai fini, tu veux dire quelque chose sur After School, toi? Oui. Oui, d'accord. Merci, on peut passer à la Non, suite. j'ai mon téléphone qui vient de sonner, c'est rien. Vas-y. Oui, je te trouve dur. Ouais, tu me connais. J'aime Je te trouve dur. J'aime quand tu me dis que tu me trouves dur. Parce que pour une fois, pense à autre chose, enfin. tu vois, c'est pas moi, je vais être très gentille avec ce manga. Et moi, je trouve le dessin pas trop mal, tu vois. Bon, j'ai pas eu le temps de le finir parce que, purée, ma journée d'hier a été super Et remplie. puis t'as des nuits blanches. Voilà, mais en tout cas, moi, c'est un manga qui m'a interpellée dans le magasin, déjà. Moi, j'aime beaucoup l'affiche, hein. Je trouve le dessin très joli. Et en fait, donc t'as pas voulu, hein. Toi au départ, t'as pas voulu présenter ce manga. Moi, ça me tenait vraiment à cœur parce que c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est le côté d'utiliser des personnalités historiques pour élaborer un manga et puis raconter un peu l'histoire, ce qu'ils ont fait. Et ça nous permet aussi de connaître, parce que bon, Florence Nightingale, je suis pas sûre que tout le monde connaisse qui c'est, ce qu'elle a fait dans sa vie. Je trouve ça sympa d'utiliser ces personnalités historiques pour écrire un manga, pour raconter leur histoire. D'accord, c'est pas le but d'apprendre des choses en lisant ce manga, mais en tout cas, ça peut y contribuer. Mais le plus important pour moi, c'est que ils veulent faire un côté suspense autour de ces personnages, autour du clone. Alors, suspense, je n'irai pas... je vais pas dire que ça vaut... la plupart... on a présenté des mangas suspense excellent et franchement, effectivement, ça rentre pas dans ce cadre-là. C'est plus fantastique, avec un peu quand même de suspense, avec une action, avec des interrogations, avec donc tout cet ensemble m'a plu en fait. C'est super original aujourd'hui d'utiliser l'idée, je l'ai souligné. L'originalité, je suis d'accord, c'est original. L'histoire, je l'ai pas lu entier, mais je rentre dedans. J'arrive. Si tu veux, tu fais ce que tu veux, moi ça te regarde. Mais l'histoire, non, moi par contre, non, je rentre pas dedans. Bah, je sais pas ce qui te gêne. Je suis désolée, parce que je ne vois pas ce qui peut... J'ai lu de tellement mieux que ça me parle pas. Comment ça, non, j'ai le droit d'avoir mon avis oui, quand même. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que je vois pas là où ça peut gêner certaines personnes. Tu vois l'histoire. Posons la question sur les forums. On verra bien s'il y en a qui l'ont lu. Bon, je l'ai pas lu entier, mais sincèrement, moi, là, tu vois, j'ai qu'une hâte, c'est de le finir, quoi. Alors, t'as dit, c'est en combien de tomes? Alors, pour l'instant, 6 volumes en cours. 6 volumes en cours. Ah, tu vois, là, par contre, là où je vais peut-être être déçue, c'est si c'est vraiment une série longue. Je vois pas cette histoire sur une série longue. Si effectivement, il dépasse les 10 tomes, je pense que ça peut peut-être se casser la figure au niveau du scénario. 6 tomes quand même, ouais. Après, il peut y avoir mais le 200 est pas si mal. On y reviendra peut-être en flashback. Tiens. Non, moi j'aime bien. Si ça me réconcilie. Attends, Hitler, on va parler d'Hitler, Beethoven, Elisabeth Ier. Le clone d'Hitler, il est juste flippant. Le clone d'Hitler, toujours... Non, mais moi je trouve ça génial d'utiliser, de rassembler toutes ces... En plus, c'est des personnalités qui n'ont pas vécu en même temps. Non. Donc, le fait de rassembler tout ce monde-là, moi je trouve ça Il y a Napoléon aussi. Attends, t'imagines là, Curie qui est fan de Mozart. Qui rêverait d'être Mozart. Enfin, c'est... Non, j'adore, moi. Et même un peu amoureuse de Mozart, en fait. Et amoureuse de Mozart, à mon avis. Qui est d'ailleurs cruel. Et d'ailleurs, je pense pas qu'en fait, il soit aussi cruel. Enfin, quoique, j'ai regardé Amadeus Mozart qui... le film... Il s'amuse avec la personnalité. Il est un peu cruel. Et là aussi, tu vois, il est cruel. Moi, ce que j'attends de ce manga, c'est que l'auteur se rapproche un maximum de la réelle personnalité des personnages, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'aimerais quand même qu'il y ait que ce soit assez fiable au niveau des personnalités, sinon ça rime à rien, quoi. Ça colle un peu. Freud, Freud, il est complètement obsédé par le côté psychologique des choses et tout. Voilà. Ça colle un peu, il s'amuse, quoi. Je pense que c'est bien on fait connaissance avec toutes ces personnes qu'on n'a pas connues. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que je dis. C'est bien. Non, franchement, je le recommande, quoi. Toi, tu recommandes pas, moi je recommande. Non, désolé. Voilà. Pour une fois, on n'est pas d'accord. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas d'accord comme ça sur des mangas. Ça tombe bien aussi. Oui. Faut pas toujours être d'accord. Voilà. Non, moi, j'ai bien aimé. Ok. Très bien. Tu veux en passer au second? Ah ouais. Allez, vas-y. Bon, là, on va
Là, on va être un peu plus d'accord. Trop jeune peut-être. pour moi. Ouais, Trop jeune pour moi, qui est un shoujo qui est sorti chez Soleil, qui est récent parce qu'en fait, il est sorti le 12 octobre. Oui, il est sorti le 12 octobre, donc c'est assez récent. C'est en fait un manga écrit par Oda Aya, qui a fait des choses, qui est assez connue, vu qu'en fait, elle a fait Lovely Doovie. Je connais pas. Je connais pas non plus. C'est un shoujo. C'est édité chez Soleil aussi, je connais pas. Mais en tout cas, j'ai lu le résumé qui a l'air assez prometteur. Et en fait, il y a un manga chez elle qu'elle a écrit, qui est aussi en parution chez Soleil, qui n'est pas encore sorti, qui est Ensemble jusqu'à la fin du monde. Donc il n'y a pas encore de date, mais voilà, c'est un manga qui va sortir prochainement chez Soleil. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 22 ans qui s'appelle Tamako et qui en fait, pour des soucis financiers, prend comme job, en fait elle est ménagère. Elle est un peu concierge en fait d'une famille assez aisée parce qu'elle fait tout, elle fait le ménage, elle fait la cuisine, voilà. Elle fait un peu tout. Employée de maison, voilà. Employée de maison, voilà. Elle tient beaucoup à ce job et en fait ses patrons ont la réputation de virer leurs employés un peu juste parce que ils sont un peu snobs, donc tu as fait un truc qui me plaît pas, tu dégages, j'en prends un autre, quoi, voilà. Et donc elle veut absolument, il faut absolument ce job, il faut absolument qu'elle le garde, mais elle tombe amoureuse en fait du fils. Et oui. Voilà, du fils de ses patrons, qui est plus jeune, qui est mineur, qui a 17 ans. Ah ouais, 17 ans, 22 ans au Japon, c'est tout simplement pas possible. Puis dans ce sens-là, c'est original. Ouais, une fille plus vieille. Ouais. Oh, mais ça se fait de plus en plus. Et donc, elle veut garder sa relation secrète un maximum. Elle en devient chiante, alors que lui s'en fout. Lui, il aimerait vivre son amour au grand jour. En plus, il est étudiant, il est un peu foufou dans sa tête. Enfin, c'est vraiment l'ado, quoi. Et elle est très mûre dans sa tête. Donc, voilà, elle, le plus important, c'est garder son travail. C'est garder cette relation secrète parce que elle craint d'être envoyée si ses patrons le découvrent. Donc, voilà l'histoire. Bon, c'est la base du shoujo. Il n'y a rien d'exceptionnel. Maintenant, ce qui m'a plu dans ce manga, c'est que le scénario, ça se tient, quoi. Enfin, c'est pas ridicule. Le dessin reste assez style shoujo, assez simple. J'aime bien quand il y a un peu plus de détails. Ça va, c'est du shoujo classique, ouais. Voilà, c'est du shoujo classique, donc bon, il y a pire, voilà. Il y a pire en dessin. Niveau des shoujo, j'en ai regardé un tout à l'heure, un vieux que j'avais lu, là, je sais plus lequel, où le dessin était catastrophique. Là, le dessin est bien, l'histoire est bien, on rentre dans cette petite comédie romantique, voilà. Il y a pas de suspense comme certains shoujo où à la fois il y a de l'amour et à la fois il y a un secret familial. Ouais, moi, j'aime bien quand les deux se mêlent. Là non, c'est que du romantisme. Et ça se tient bon. Alors, c'est marqué, alors je sais plus où je l'ai lu, ici. C'est quand même un manga qui est surtout pour les publics un peu plus mûrs, voilà, que certains publics. Voilà, c'est plus du josei en fait, c'est plus pour jeunes femmes quand même. L'auteur à la base faisait vraiment du shoujo classique avec des histoires sans sous-entendu. Là, c'est pour un public quand même assez mature, parce que voilà, il y a des scènes explicites, là, il y a des scènes assez. Il y a du sexe, quoi. Oui, enfin, c'est pas, il y a pas de vulgaire. porno, c'est pas vulgaire, mais bon. Mais bon, voilà, ils font l'amour, quoi. Ils font des choses, c'est beau, c'est la vie, quoi. Tout à fait. En plus avec un mineur, tu vois. Ah ouais, mais ça, mineur, finalement. Mineur. Oula, prend des risques. Et en plus de ça, dans l'histoire, en fait, il y a l'ex de la fille, comme dans beaucoup de shoujo, qui revient à la surface et qui est le prof du garçon. Oh, dis donc. Attends, le prof du garçon. Du garçon de 17 ans. C'est ça, et il est amoureux de la fille dont le garçon est amoureux aussi, alors qu'elle travaille dans sa maison. Ouais, c'est vachement. Non, mais c'est un trio amoureux classique. Un triangle amoureux. Voilà, l'ex qui revient, qui est amoureux de la fille, et voilà, qui menace de tout dévoiler. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment clair. Enfin, c'est une histoire romantique assez classique dans le monde du shoujo, mais qui est sympathique, qui est fort sympathique. Voilà.
J'ai rien d'autre à dire sur ce manga. Alors, pour l'instant, il y a 2 tomes. D'accord. Je crois que non, c'est 2 tomes. 2 tomes complets. Terminés. 2 tomes complets. Donc, c'est assez court, ouais. Sans que j'avais lu ça C'est aussi. 2 tomes complets terminés. Ouais. Enfin, donc, c'est assez court. Une petite série, quoi. Voilà. Sympathique. Voilà, donc toi, on a pensé quoi? Ben moi aussi. Alors, moi, c'est un shoujo. J'ai trouvé l'idée... l'écartage. Ton côté femme est ressorti. Mon côté un petit peu féminin est ressorti. Non, comme quoi, c'est pas étonnant de voir des hommes lire des mangas pour de toute façon, depuis que je suis avec toi, tu me forces à lire des trucs, je te jure, de yaoi, quoi. Déjà, tu m'as forcé à lire des histoires entre 2 mecs qui faisaient des bip. Écoute, je t'ai pas fait lire du hentai encore, ça devrait pas tarder. Ah, je dis pas non. Bon, bref. Un spécial hentai, pourquoi pas, hein. Ouais, on fera un spécial hentai. Non, l'histoire d'amour entre... elle est pas mal, c'est mignon, quoi. C'est une belle petite histoire, ouais, c'est bien sympa. raconté. Pour les fans du genre shoujo, c'est un bon Ouais, manga. c'est assez court. Par contre, tu vois, pour une fois, je suis un peu déçue que ce soit que sur 2 tomes. J'aurais essayé de continuer l'histoire un peu plus longuement. Oh là, c'est pas trop développé. Ça aurait mérité d'être un peu plus développé. 5-6 tomes, ouais. 5-6 tomes, mais là, on est quand même dans une histoire qui tient bien la route. On prend pas de risque en lisant les 2. Enfin, tu vois, on prend pas de risque. On prend pas de risque. Voilà, la décardage, ça m'a plu. Je trouvais ça sympa d'aborder cette notion, cette histoire d'amour sous la notion d'écartage. Et dans ce sens-là, c'est-à-dire fille plus âgée que garçon, on l'aborde souvent l'histoire d'amour entre un homme plus âgé et une fille plus jeune. Ça s'aborde. Ouais, mais là, faut pas exagérer, l'écart n'est pas non plus. Et là, ouais, mais nous, ça nous a fait rire parce que ils ont quoi? Ils ont même pas 3 ans et demi d'écart. Le côté qui est gênant, c'est le côté majeur-mineur qui au Japon pose énormément de soucis. Comme en France, mais bon, en France, c'est un peu plus. On va dire qu'on ferme les yeux sur ça. Ouais, ça dépend de l'âge du mineur. Non, mais bien évidemment. Alors, t'as 12 ans, c'est pas grave. Non, 12 ans, c'est rien. T'as 8 ans, non. Non, mais bien évidemment. Un mec de 22 ans avec une fille de 17 ans, ça choque plus personne. Enfin, je veux dire, voilà, ça choque plus personne. Apparemment, il y en a qui sont choqués, hein. Je sais pas. Mais voilà. Il faut réanimer le caméraman et dans le pomme. Non, mais c'est vrai que... Non, voilà, effectivement, je ne parle pas de 30 ans, 12 ans, effectivement... là, on est plus dans... Là, on a un gros problème, là. Ok. Bon. Bah, c'est bon, on a fini. Moi, c'est bon, tu as... Donc, tu recommandes pour les garçons? Moi, je recommande, même pour garçons, pour filles, pour tout le monde, pour tous ceux qui aiment ça, y a pas de problème. Ouais, non, c'est sympa, voilà. Donc... on a fini. On passe à la deuxième rubrique. Oui. Allez, attention, on lance la rubrique Zoom. Le Zoom qui est bouclé depuis fort longtemps. D'ailleurs, on ne savait pas trop comment où le mettre, même si c'est intéressant. On va parler de fansub. Ouais. Donc, à l'initiative de ma personne, de toi toute seule, comme moi toute seule, j'ai voulu faire un Zoom spécial fansub. À la base, mon désir vraiment, mon fantasme aurait été de faire un épisode consacré au fansub, mais malheureusement, quoi? Non, mais ça, c'est pas le fantasme, il y avait mieux, mais bon. Vas-y. Malheureusement, il me manque des intervenants, à mon grand désespoir. Donc, le but de ce Zoom, c'est quoi? C'est de parler du fansub. Pourquoi du fansub? Parce qu'aujourd'hui, si les chiffres que je relève sont exacts, il y a plus de 450 000 téléchargements illégaux en France par jour. Alors, tout confondu. Je ne parle pas que de l'anime, je parle de tout confondu. Et mon but, c'est de recentrer essentiellement sur le fansub manga, drama coréen, vraiment côté asiatique. Parce que c'est... tout le monde le sait, hein, il y a de plus en plus de téléchargements d'animes aujourd'hui, hein, dû au fait du succès de des animations japonaises, quoi. Tout le monde aime bien, donc tout le monde télécharge. Il y a très peu de licences en France essentiellement sur les dramas coréens. Et en fait, mon but aujourd'hui, c'est d'essayer d'y voir un peu plus clair, de faire un bilan en fait sur ce qu'est le fansub. Alors, j'ai interviewé une responsable entre guillemets, une modératrice de fansub qui elle traduit du drama coréen et très gentiment elle a voulu répondre à nos questions. Ça a été assez dur quand même de trouver une personne, c'est normal, de ce milieu à visage découvert, répondre à ces questions le plus honnêtement possible. Voilà. Et en parallèle, j'ai interviewé un juriste en propriété intellectuelle
qui est assez qui est assez connu dans le monde d'internet parce qu'il a écrit beaucoup d'articles et répondu à beaucoup d'interviews sur internet. C'est Souleymane Omarji qui réside à La Réunion. Donc on n'est pas allé à La Réunion. On aurait pu, ça aurait été mieux pour l'interview. Oui, c'est vrai que ça aurait été mieux de le faire au bord de la plage, les pieds en éventail. Oui, avec, là, avec un petit cocktail. Donc là, l'interview s'est faite via Skype. Ouais. Donc voilà. Donc le but n'est pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Le but est de savoir où on en est avec la loi aujourd'hui et savoir comment se crée en fait un épisode de drama coréen. Donc comment elle a été piochée entre guillemets un épisode, comment elle a traduit, comment elle a publié, quels sont les intervenants qui entrent en scène. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir le côté le travail du fansubber. De la fanatique de drama coréen. Voilà. Et puis le côté juriste. Pourquoi aujourd'hui elle est amenée à traduire ces épisodes. Voilà. Elle se justifie. Voilà. Et à côté de ça, d'avoir l'avis du juriste. Voilà. Qui est très ouvert d'esprit d'ailleurs. Sur le sujet. Oui, ben de toute façon, ils vont regarder écouter les deux interviews. Juste à noter qu'on mettra que quelques passages, parce que les interviews sont assez longues. Les interviews complètes seront sur le site, sur Facebook en fait. On mettra en plusieurs Sur Facebook, tu mets je pense que je les sur mettrai. le site internet ou plutôt, le site, tu vas voir. Sur les deux. En tout cas, vous aurez accès à l'intégralité, mais là, on va forcément vous sélectionner que quelques passages parce que c'est très intéressant, mais ça dure quand même assez longtemps. C'est extrêmement long. Donc, surtout le juriste, franchement, c'était super intéressant, mais c'était vraiment super long. Voilà, donc ok. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Okay, donc on lance. Voilà, on lance. C'est parti. Comme vous l'avez compris, en fait, le sujet d'aujourd'hui, ça va être le fansub. Donc le but n'est pas de prendre parti pour que ce soit les maisons d'édition ou pour les teams de fansub. Le but est d'informer les gens qui ne connaissent pas ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc voilà, j'accueille aujourd'hui MadX501 qui est fondatrice d'une team de fansub. Donc elle va nous expliquer en fait quel est son rôle. Elle va également nous définir dans un premier temps le fansub. Donc aujourd'hui, en fait, quel est le but pour toi de traduire des dramas ? Est-ce que c'est justement parce que les dramas sont très peu exportés en France, importés en France, pardon. Est-ce que c'est plutôt une question de prix des DVD ? C'est vrai qu'aujourd'hui, DVD, on peut trouver ça cher. Ou est-ce qu'effectivement, il y a aujourd'hui des chaînes de télé qui s'ouvrent au drama avec abonnement sur les box ? Est-ce que c'est également cher, par exemple, pour toi ou pour d'autres personnes ? Et donc, c'est une manière un petit peu de permettre à une certaine population dans un milieu pas défavorisé, mais dans un milieu un peu moins aisé, d'avoir justement, de pouvoir regarder les séries qu'ils aiment, tout simplement. Nous, on traduit surtout les dramas parce que la plupart du temps, ils sont très chers. Les personnes qui traduisent en légal sont très très longs. Donc nous, on veut faire déjà connaître, parce que c'est une passion à la base, le fansub, et donc on veut faire connaître le plus possible les dramas pour pouvoir que tout le monde en profite. Donc c'est pas pour faire de la concurrence, mais plus pour faire connaître et donner l'envie aux gens de connaître. Après, c'est vrai que les prix des DVD sont chers, et le seul DVD qu'on trouve en France, en VOSTFR, et d'un drama, c'est assez dur. On n'en a qu'un pour le moment, donc on attend qu'il y en ait un autre et que ce soit surtout moins cher. Quand ce sera moins cher et qu'on aura à peu près de la qualité au niveau de l'officiel, on pourra peut-être arrêter un jour. Mais je pense pas que ça se fera. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le côté un petit peu dramatique pour certains, qui est le côté légal ou le côté pas légal. En allant sur divers forums, je me suis aperçue que certaines personnes parlaient de fansub légal et fansub illégal. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Les deux sont illégales, ça c'est sûr. Après, je sais pas, on peut pas dire que certaines boîtes disent que ils sont légales alors que la plupart du temps sont illégales. Donc je dirais, moi, les deux sont illégales.
D'accord, donc pour rappeler aux personnes, en fait, les commentaires que j'ai lus, en fait, c'était essentiellement des personnes qui disaient que c'était légal à partir du moment où le drama ou l'anime n'était pas licencié en France. Et ça devenait illégal à partir du moment où quelqu'un achetait la licence en France. Hein. Donc, comme beaucoup d'animes, peut-être un peu moins pour les dramas, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de dramas, enfin beaucoup moins de dramas que d'animes en DVD aujourd'hui. Est-ce que dans ton action, tu t'es fixé des limites ? Une fois que le drama est licencié, on retire les liens parce que la plupart du temps, quand ils sont licenciés, on les a déjà traduits. Donc on retire les liens et on ne donne plus du tout rien à personne pour pas qu'il y ait de problème avec la boîte de production qui fait le drama. Maintenant, j'ai lu aussi une interview de Cédric Litardi, qui est directeur général de Kazé. Je vais te donner 2 commentaires qu'il a fait sur l'interview. Je voudrais savoir ce que tu en penses. La première interview, c'est... Alors, attention, je cite ses paroles. Les fans doivent comprendre que produire un dessin animé coûte cher et qu'il faut du temps pour traduire une version de qualité. Aujourd'hui, une bonne moitié des séries produites au Japon que nous avons renoncé à commercialiser, car elles ont été téléchargées à outrance et leur potentiel commercial est devenu presque nul. Là, on parle de séries animes. Ça peut concerner aussi les dramas. Je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit parce que les fans attendent justement les coffrets DVD. Comme par exemple pour les animes, pendant un certain temps, mon petit ami a attendu les Cowboy Bebop en DVD. Ça a mis un certain temps avant de se commercialiser, mais on a enfin réussi à les avoir. Donc non, je pense pas que le fansub fait en sorte qu'on tue tout ça. Les gens justement attendent les DVD pour avoir après les officiels, le montrer à tout le monde, parce que les gravés malheureusement, c'est pas, on peut pas en être fier non plus. Donc les officiels seraient bien de temps en temps, que ce soit pour les animes ou pour les dramas. Alors le deuxième commentaire qu'il a souligné, c'est il dit que pour lui c'est devenu quelque chose de dramatique parce que la création en souffre terriblement, que ce soit au Japon ou certainement en Corée aussi peut-être, parce que bon, c'est vrai que nous, moi qui connais pas forcément ce phénomène, j'aurais peut-être tendance à me dire, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui un dessin animé, ça prend du temps à réaliser, ça coûte de l'argent, que ce soit à l'auteur ou à la maison de production. Est-ce que le fait de traduire et de fournir aux fans gratuitement des épisodes, est-ce que ça appauvrit ça va appauvrir petit à petit en fait le côté créatif, quoi? Je pense pas. La plupart du temps, les maisons de production les traduisent et mettent les voix en française. C'est vrai que si les maisons de production faisaient juste du VOSTFR, ça irait 10 fois plus vite. Ça coûterait moins cher aux gens. Donc il y a déjà ça. Après, les maisons de production vendent ça très cher, que ce soit les DVD, les abonnements ou quoi que ce soit. Moi, je sais que je ne payerai pas 15 € par mois pour regarder un certain nombre d'animes ou de dramas à regarder. C'est pas possible. Beaucoup sont jeunes. C'est vrai que je vois la plupart sur mon forum ont entre 16 et 20 ans, travaillent pas, sont en études, ils peuvent pas se permettre d'acheter ou de prendre un abonnement, ce n'est pas possible. Donc je pense pas que au niveau de ça, ça pourrait faire que ça touche la création. Si déjà les maisons de production françaises faisaient un effort au niveau des fans, ça irait 10 fois plus vite. Donc le fansubbing, c'est vrai que ça va vite, c'est gratuit, certes, mais que je dise ça à toutes les personnes qui prennent ce qu'on fait, ce n'est pas légal, il ne faut pas oublier ça. Si vous pouvez l'acheter en DVD, c'est déjà très bien, moi je trouve. Donc n'hésitez pas à prendre les DVD pour montrer que là aussi, on n'abandonne pas les maisons de production et que on aide justement à faire connaître tout ça pour que après les maisons de production puissent le sortir j'ai perdu mon mot, en DVD et en officiel surtout pour que les gens soient contents, quoi.
Donc pour finir, tu vas nous parler de ton association, enfin je sais pas si c'est ton association, d'une association de Corée qui se trouve à Bordeaux. Donc je te laisse nous expliquer et faire connaître aux Bordelais cette association. Oui, donc je fais partie de l'association des Coréens résidant à Bordeaux. Ma directrice est vraiment très très gentille par rapport à ça. Elle fait des cours de coréen payants. Bon, c'est pas très très cher, mais c'est assez intéressant. Donc à peu près tous les mardis de 19h30 jusqu'à 20h30, des fois jusqu'à 21h, on a des cours de coréen. Elle nous fait aussi des soirées chez elle avec des plats coréens directement. Des fois, elle organise des événements, dont celui du mois de mars. On a eu l'événement de la Semaine de la Corée, avec des conférences sur l'histoire de la Corée, sur les dramas, sur les instruments. On a eu aussi un spectacle de pansori et de tambour. Alors, le salmunori, je crois que ça s'appelle. Alors, désolée si j'ai fait une bêtise, directrice. Non, sinon, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire. Je crois que c'est tout. Pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous définir ce qui est le fansub? Alors moi, je vais vous donner une définition qui est un peu plus juridique, même si elle est inspirée de la technique. Les puristes peut-être ne se reconnaîtront pas, mais j'ai envie de dire que juridiquement, c'est l'association d'une équipe de traducteurs et de sous-titreurs. Donc les traducteurs vont traduire des séries étrangères, que ce soit en japonais, pour les mangas, pour les dessins animés, ou en anglais, ou en espagnol, ou en russe, ils vont la traduire en français, par exemple. Oui. Et les sous-titreurs vont intégrer ces traductions sous forme de sous-titres dans une œuvre qui aura été, on va dire, mise en ligne sur Internet, le plus souvent par des réseaux peer-to-peer ou par le streaming. Sans forcément avoir respecté les droits d'auteur. D'accord, ok, très bien. Et justement, que dit la loi à ce sujet? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal? Parce que j'ai vu sur certains forums que plusieurs personnes disent qu'il existe du fansub légal à partir du moment où en France on ne détient pas de licence. C'est absolument faux. C'est un peu la tarte à la crème où tout le monde cherche à se rassurer ou se réconforter en inventant des solutions pseudo-juridiques. La vérité, c'est qu'il y a quand même un article très précis dans le Code de propriété intellectuelle, je crois que c'est le L121-4, qui dit clairement que l'auteur d'une œuvre est également maître des traductions. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que seul lui peut autoriser telle ou telle traduction, peut choisir celle qui sera appliquée à son œuvre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, on dit que si les œuvres ne sont pas, entre guillemets, licenciées, c'est le terme qui est employé en France, on fait ce qu'on veut. C'est absolument faux, parce qu'il y a des conventions internationales qui gèrent le droit d'auteur et qui font que lorsqu'une œuvre étrangère se retrouve contrefaite en territoire français, et ben cette œuvre étrangère bénéficie de la protection des œuvres nationales. Par contre, il peut y avoir un problème sur qui va agir, et généralement, ça devrait être l'auteur depuis son pays étranger, il peut agir directement, mais s'il ne l'a pas fait, ça ne veut pas dire que c'est une tolérance. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, pour le cas où l'auteur a signé un accord de diffusion avec un distributeur local, ce distributeur pourra, dans ce cas, faire respecter les droits de l'auteur. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on est sur une révolution des technologies qui impose de repenser le droit d'auteur. Le droit d'auteur n'a jamais été aussi fortement challengé par une révolution technologique. Avec l'Internet, on peut dupliquer à l'infini des contenus en gardant une qualité quasi identique à l'original. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et puis sur la question du fansub, cela permet quand même à des spectateurs d'accéder à des séries quasiment instantanément par rapport à leur sortie à l'étranger,
sans avoir à attendre, à patienter de nombreuses années, qu'un jour un distributeur décide de les distribuer, de les diffuser en France. Donc là, il y a véritablement une révolution, notamment sur le temps que prennent les accords de distribution. Bon, moi, ce que je pense, c'est que à l'état actuel du droit, il est incontestable que ces actes sont de la contrefaçon. Pourtant, on n'arrive pas à enrayer la machine. Je pense qu'on a plutôt besoin aujourd'hui d'essayer de retrouver, de repenser un équilibre entre l'auteur qui doit gagner de l'argent lorsqu'il crée une œuvre et le consommateur qui apprécie cette œuvre, mais qui doit aussi comprendre qu'il faut qu'il rétribue l'auteur pour son effort. Parce que si l'auteur ne gagne pas d'argent, à un moment, il peut pas manger. Oui, alors je prends un exemple très clair, là actuellement il y a une série qui est assez intéressante sur les Chevaliers du Zodiaque, je crois que ça s'appelle Lost Canvas. Ces épisodes sont sortis lorsqu'ils sortent au Japon. 2 jours plus tard, voire le jour d'après, on les retrouve sur Internet, fansubés. Alors, du point de vue de l'utilisateur, c'est extrêmement intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'attendre 2 ans ou 3 ans pour espérer voir cette série en France et souvent doublée. Là, avec Internet, non seulement on garde les dialogues d'origine, certains sont très puristes et veulent garder ces voix d'origine. Il n'y a pas de censure parce qu'avec la France, il peut y avoir des censures avec le CSA. Les dialogues peuvent, selon les traductions, être plus fidèles que les doublages officiels français, par exemple. Enfin, moi, je considère qu'on est sur la fin de l'économie de la galette, c'est-à-dire que les CD, les DVD, donc l'économie des supports, on va dire, à des jours limités devant elle plutôt. Oui. Aujourd'hui, on est dans une économie des fichiers, on est dans une économie de l'immatériel, encore plus qu'avant. Oui, on accède avec des clics. Donc jusqu'à présent, on a toujours raisonné par rapport à la vente de CD, avec tout ce que ça coûte pour presser un CD, presser un DVD. Donc créer un support. Je dis pas que les supports vont complètement disparaître, mais je dis que le gros du marché aujourd'hui se concentre sur des fichiers téléchargeables. Que ce soit de la musique, que ce soit des films, ou autre. Donc je pense plutôt que c'est une mutation du marché, et avec cette mutation du marché, on a moins d'intermédiaires, on touche directement l'artiste, ou le créateur, ou l'auteur, ou le producteur, mais encore une fois, l'œuvre n'appartient pas aux fansubers. L'œuvre appartient d'abord aux créateurs. Eux, ils s'approprient cette œuvre pour traduire ce qu'a fait déjà l'auteur. Mais même cette traduction, aussi fidèle soit-elle, elle ne fait que traduire la création d'autrui. Donc moi, mon sentiment, c'est que l'économie des supports qui aujourd'hui cherche à être préservée par Adopi, elle n'a pas forcément beaucoup de jours devant elle. Et là, dans cette logique-là, oui, on peut dire les gens vont râler en disant le prix des DVD c'est cher, le prix des coffrets c'est cher. Mais en même temps, voilà, c'est une économie de la galette qui a un coût. Alors, dans l'économie des fichiers, aujourd'hui c'est gratuit parce que tout le monde upload à gogo et met à disposition à gogo avec une facilité déconcertante. Il n'empêche que il faut quand même trouver un prix pour rémunérer l'auteur. Ça peut pas être gratuit tout le temps. La gratuité va mener à perte de l'auteur. Comment on peut voir l'avenir du fansub ? Est-ce que effectivement, si on trouve un accord entre le consommateur et l'auteur, est-ce qu'on peut espérer une disparition de ce phénomène, ou est-ce que de toute façon il y en aura toujours ? Vous savez, depuis les temps de Moïse, où on dit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas des bêtises, il y a toujours eu des gens qui ont fait des bêtises. Donc
Donc la contrefaçon, il y en aura toujours, que ce soit de la contrefaçon de marque ou du piratage d'œuvres protégées. Donc il y en aura toujours. Maintenant le fansub, pour moi c'est plutôt, c'est un mouvement qui traduit une demande. Donc j'ai envie de dire, il appartient aussi de trouver une réponse intelligente pour satisfaire à cette demande, laquelle aujourd'hui trouve une réponse par des moyens contrefaisants. Donc autant j'ai envie d'être sans embâche pour dire que c'est de la contrefaçon et tordre le cou à des réponses pour se donner bonne conscience qui sont tellement erronées, autant je veux dire qu'il faut être sensible à cette demande, au fait qu'on veuille avoir des séries pour pouvoir accéder à des épisodes quasiment instantanément après leur sortie dans le pays d'origine. Et aujourd'hui, la technique le permet. Moi, j'ai envie de croire à un modèle économique pour le fansubbing. J'ai envie de croire qu'on puisse aujourd'hui trouver un moyen de rémunérer les auteurs et que le fansubbing puisse y contribuer. Je trouve que le fansubbing, encore une fois, c'est une solution à une demande qui est réelle. Il faudrait peut-être trouver un moyen pour qu'on puisse avoir une sorte de fansubbing légal. Là, voilà. Écoutez, en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir accordé 50 minutes pour cette interview. On a eu beaucoup de mal à la mettre en place, mais bon, ça c'est fait, c'est le principal. Donc voilà, donc écoutez, moi je vous remercie, c'est très gentil de votre part, et puis je vous transmets le lien dès que ça sortira. Bon voilà, donc on a terminé l'interview. Voilà. Donc on attend vos réactions dans les commentaires, n'hésitez pas à nous laisser plein d'informations, réagissez sur ça. Voilà. En tout cas, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu, parce qu'en tout cas, moi je me suis éclatée à le faire. Alors oui, j'ai juste un petit truc, l'intervenant principal qui nous manque. Oui. Et d'ailleurs, sincèrement, j'aimerais leur tordre le cou, parce que franchement, c'est pas faute de les avoir sollicités, c'est pas faute de leur avoir donné la chance de s'exprimer sur ce sujet. C'est les maisons d'édition. Ouais, mais il y a eu deux réactions. Soit ils étaient gentils, ils me disaient non, on peut pas parce qu'on n'a pas le temps et puis on pouvait pas les voir. Alors, d'accord, ça tombait en pleine Japan Expo. Voilà. Maintenant qu'on me dit oui, je te consacre un quart d'heure à l'interview et qu'on me pose un lapin, effectivement... c'est dit. Voilà. C'est limite, hein. Ouais, franchement c'est limite, c'est même pas sérieux et c'est vraiment dommage parce que j'aurais vraiment voulu boucler avec ça. On aurait pu faire un truc complet. Voilà. Ok, mais t'as raison. On tourne la page. Tant pis, c'est fait. Bon, on a fait avec deux autres, tant pis. Hein. Voilà. Donc, on passe à la dernière rubrique. Allez, c'est la rubrique carnet de voyage. Allez. Attention, carnet de voyage. Voici le message de notre sponsor, la boutique NoWatch. Nous vous rappelons que la boutique NoWatch est accessible sur le site nowatch.net. Il suffit juste de cliquer dans le menu du haut, là, comme c'est fait sur le magnifique dessin. Je vous rappelle aussi que bientôt tout va changer, un nouveau logo, une nouvelle identité. Donc c'est la dernière occasion d'avoir les magnifiques t-shirts collector. Il y a des t-shirts de Geeking, de Scuds, de tout ce que vous voulez, même de Gaijin TV. N'hésitez pas à vous les procurer parce que lorsque vous achetez à la boutique, vous vous faites plaisir et vous soutenez NoWatch. Merci de votre écoute. Bon, dans la rubrique carnet de voyage, un ton un peu plus light, voilà. Un ton plus léger. Le carnet de voyage, on va vous parler d'un endroit extraordinaire, franchement magnifique, qui s'appelle l'île de Miyajima. L'île de Miyajima, vous la voyez apparaître dans la petite carte là, c'est une petite île qui se trouve dans la baie d'Hiroshima. Alors, c'est une partie en plus de cette île, c'est le sanctuaire de Itsukushima. Et cette partie fait partie du... c'est débile. C'est pas grave. Cette partie est en fait classée patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Et en plus, je me rappelle avoir découvert là-bas que c'était jumelé avec le Mont Saint-Michel. Ah bon ? Deux patrimoines mondiaux comme ça qui se jumellent, c'est assez joli. Alors, pour y accéder d'abord, l'île de Miyajima, avant de parler en détail de l'île, pour y accéder, hyper facile. Le train depuis Hiroshima. C'est une balade d'une journée en fait, je précise. Déjà, sans problème. Tu vas à Hiroshima. En fait, si vous êtes à Hiroshima, donc vous prenez à la gare d'Hiroshima un train, il y a à peu près 30 minutes de train jusqu'à la gare de Miyajimaguchi. À Miyajimaguchi, vous descendez. Mais c'est pas un bateau directement. Mais non. Attends, j'ai pas fini. Écoute, tu vas d'abord en train jusqu'à Miyajimaguchi. Mais non, mais je me souviens même pas d'avoir pris le train. Ah si, on a pris le train. Mais tu peux le prendre aussi à Hiroshima, le bateau, mais directement. Bah voilà, c'est ce qu'on avait fait, nous. Non, on a pris le train jusqu'à Miyajimaguchi. Voilà. Non, c'est pas grave, elle se souvient de rien. Je me souviens plus. Non, mais bon. Je croyais qu'on avait pris directement le bateau de... Mais non, on l'a pas pris direct. J'en peux plus. Bon, bref, je taquine.
Donc Miyajimaguchi, Attention. tu te souviens Miyajimaguchi? Donc arrivé à la Non, je gare. me souviens pas, mais bon, c'est pas On grave. arrive à la gare, en fait, après on peut prendre un bateau, un ferry qui va super rapidement, qui fait un quart d'heure de traversée, et c'est juste à côté de la gare en fait. On descend du train, on arrive, on fait 200 mètres, on arrive à l'embarcadère du ferry, et le ferry nous amène directement sur l'île de Miyajima qui est visible, elle est en face quoi, il y a 10 minutes, même pas 10 minutes de traversée. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'il y a de remarquable lorsqu'on arrive sur cette île? La première chose remarquable qui est hyper connue, c'est ce fameux torii, ce portique rouge qui a fait plein de posters du Japon, tous les gens qui connaissent, en fait c'est une des photos les plus connues, avec ce torii planté au milieu de l'eau, et qui donne sur l'île de Miyajima. Quand c'est marée haute, on le voit complètement recouvert, enfin une partie est recouverte, et quand c'est marée basse, bien sûr, on le voit, on peut y accéder à pied jusqu'au pied de ce torii. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable aussi, tu te souviens, c'est le sanctuaire en lui-même, le temple de Itsukushima. Tu te souviens plus. Le temple de Tsukushima est aussi très très beau, c'est peut-être pas un des plus beaux temples du Japon, mais il est assez joli parce qu'en fait c'est un temple, on va voir les images de toute façon, qui est un petit peu sur la mer, il est un peu surélevé, c'est-à-dire qu'en fait à marée haute justement l'eau va en dessous du temple, donc on a l'impression d'être sur des pontons et au milieu de l'eau, ça c'est vraiment génial, c'est super joli. Et après, autre point remarquable, et peut-être un des trucs les plus sympas à faire sur Miyajima, c'est le mont Mycène, la balade du mont Mycène. Alors c'est une petite montagne, une petite grimpette très très légère. Le mont Mycène, Tu rigoles là? Non, je rigole, oui, c'est voilà. C'est une petite montagne, donc avec un parc, on va dire une forêt qui est magnifique. On peut donc accéder au sommet de l'île de Miyajima. Avec des petits ruisseaux là. Avec des petits ruisseaux magnifiques, etc. De l'eau sublime. On va croiser des animaux. Non, c'est pas là, c'est en bas. On les croise plutôt en bas. Ils ont les pieds sur terre, au moins les femmes. C'est clair. On peut croiser tout un tas d'animaux, etc. Donc c'est une balade qui vaut vraiment, vraiment le coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que y a deux moyens de monter au Mont Mycène. Je préfère le dire tout de suite pour les gens qui iraient. Faites pas comme nous, surtout. Soit vous êtes des tarés, des courageux, des gens qui avaient des gens, quoi. Et en fait, vous décidez d'aller monter à pied. Vous êtes des vrais, quoi. Et vous faites la montée avec 40 degrés de température, tout ça. Vous allez voir, c'est génial. Et 75% d'humidité. Et 75% d'humidité. Vous arrivez en haut, vous avez perdu 12 kilos. Donc pour le régime, c'est génial. Sinon, si vous êtes un peu moins courageux, vous pouvez prendre le téléphérique. Par contre, pour les asthmatiques, je ne conseille pas du tout. Les asthmatiques, c'est pas conseillé, parce que c'est vraiment très dur. Et ouais, ça monte raide quand même. Mais après, autrement, il y a un téléphérique qui fait déjà une très très grande partie de la route. Il faut finir le reste à pied quand même, mais bon, c'est une possibilité. Nous, on avait fait la montée et la descente à pied. Ouais, on était vrais, nous. Bon, la descente, quand on a fait la montée et la descente, c'est du gâteau. Alors, à noter pour ceux qui voudraient pas se faire la montée quand même, qui voudraient pas aller au sommet du Mont Mycène, qui sont un peu feignants, ou ceux qui voudraient pas, ou ceux qui veulent prendre le téléphérique le peuvent, mais ceux qui veulent pas, qui veulent rester en bas. Il y a quand même toute une balade à faire en bas qui est sympa. Il y a des petites rues commerçantes. On peut acheter des souvenirs. Il y a plein de petites boutiques sympas. C'est sympa. C'est super joli. Il y a aussi une pagode à visiter si on veut. Il y a un très grand temple en dehors de celui de Itsukushima. Il y a vachement de choses à faire. On peut passer la journée tranquille à se promener en bas, aller au restaurant. Voilà, on peut faire plein de choses. On peut aussi loger à l'hôtel. Et attention. On peut aussi loger à l'hôtel, mais l'hôtel il est assez cher sur l'île. Donc je vous dis aux gens peut-être, il me semble qu'il était assez cher. Il y avait une maison de jeunesse, une auberge de jeunesse qui n'est... Bon, elle était assez chère, plus chère qu'en temps normal, mais c'était, sincèrement, moi je la conseille. Je mettrai le lien de cette auberge de jeunesse qui est très... Alors elle est assez chère, mais parce que aussi elle prend... le dîner et le petit déjeuner, je crois. Ouais, t'es obligé de le prendre, le forfait, ouais. Oui, je crois que c'est un forfait. Mais franchement, c'est une super auberge de jeunesse très jolie. Donc je mettrai le lien parce que sincèrement, je pense que ça vaut le coup. Je regrette de ne pas l'avoir fait, tu vois. Ouais, peut-être, c'est vrai que c'est... En tout cas, pour une journée, ça vaut le coup. Trop cher. Donc tu peux quand même te faire la journée peinard. Tu fais la balade. Oui, mais je regrette de ne pas avoir passé la soirée. Ça doit être sympa de passer la nuit dessus. Parce que rappelle quand même que le bateau, t'en as pas beaucoup. Hein, donc si tu le loupes, tu crèches sur l'île. Hein. T'en as un toutes les heures et le dernier doit être vers 7h. Oui, mais voilà, donc tu loupes celui de 7h. C'est bête parce que tu vois, un petit dîner sur l'île, ça aurait été sympa. Romantique. Oui, c'est vrai que ça aurait été joli. Pour terminer, juste une info intéressante là pour les voyageurs du Japon, hyper intéressant à savoir. Ceux qui ont le JR Pass, oui. C'est le ferry est gratuit puisqu'en fait il travaille avec la compagnie JR, enfin la compagnie Japan Railways, donc vous n'avez pas à le payer en plus. Attention, méfiez-vous parce qu'il y a deux compagnies de ferry. Il me semble qu'il y a deux embarcadères. Ouais, il y avait deux embarcadères. Il y avait un pour le JR Pass et un pour les autres. Vous faites pas avoir, allez pas chez l'autre parce qu'ils vont vous faire payer. Et en plus c'est assez cher, je crois. La traversée elle est chère alors que là on la paye pas. Ouais, donc. Voilà. Moi j'ai terminé. Tu as autre chose à rajouter? Oui, alors moi juste le truc qui m'a plu, alors c'est pas le Mont Mycène, la montée du Mont Mycène, je m'en rappellerai toute ma vie parce que j'ai cru crever.
À cause de toi, parce qu'en plus c'est toi Pourtant, qui as c'est voulu pas le faute faire. d'avoir essayé. Maintenant, c'est clair qu'on a une belle vue, donc c'est quand même à faire. Le paysage est magnifique. Quand même. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est de caresser les biches. Mais en France, qui a caressé une biche? Un animal sauvage? Personne. Mais là, tu peux. Sur l'île, elles sont adorables, quoi. Ouais, comme elles sont pas chassées. Non, mais d'accord, mais même... C'est génial, on peut caresser des bibiches. Non, mais c'est magnifique, quoi. C'est le pays des animaux, quoi. C'est l'île des animaux. C'est vrai que Pour les âmes sensibles qui adorent les animaux, faut y aller. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Je vais passer mon temps à caresser les petites bibiches. Ouais, et qui bouffait tout, d'ailleurs. Qui bouffait même le sac. Même le sac, même les papiers qui avaient dedans. On bouffe tout. Une biche, non, c'est magnifique comme île. Ah, c'est magnifique. Alors, un des endroits absolument à faire au Japon. En fait, l'animal est roi là-bas. Oui. Je pense que sur cette conclusion très poétique, voilà, nous pouvons nous laisser. Oui. Je rajoute juste que vous pouvez toujours aller sur la page Facebook. Ouais. Alors, on mettra quand même tous les renseignements sur le blog, comment y aller. On mettra tout, ne vous inquiétez pas, machin. pour ceux qui sont intéressés. N'oubliez pas aussi de nous laisser donc des commentaires sur iTunes. On a nos comptes Twitter qui s'affichent. @magan_TV, @ChrisGagin TV. N'hésitez pas à nous laisser des messages, à venir nous voir, à nous parler sur Twitter, on répond. Et puis donc on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, à plus. D'ailleurs, tu fais la présentation, je me repose là. Allez. Vas-y, tu lances quand tu veux. Je me suis pas préparée. Tu dis bonjour, Gagin TV épisode 18. Remonte les bretelles de ton... Ouais. Tu dis Gagin TV épisode 18, enchanté, bonjour, merci, voilà. Non, mais fais-la en fait, je me suis pas préparée, laisse tomber. Ah bon, faut que je fasse la présentation? Je me suis pas préparée là. Je vais pas fouiller. Moi, psychologiquement, je suis pas besoin d'être préparé. Ouais, mais pour la présentation, tu veux je que je la fasse? préparée. Bonjour. Bienvenue dans le Gagin TV numéro 18. Ah merde, c'est pas bon, c'est pas le même présentateur. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est pas ce qu'il veut ce chat. Alors, oui, là c'est... Fais une coupure. Fais une toute petite pause. J'enchaîne moi, il est midi, j'ai faim, merde. T'enchaînes là, j'ai même pas le temps, faut que je coupe dans la milliseconde au montage. Tellement t'as enchaîné vite entre le zoom. Alors...